Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue au Théâtre de l'Œuvre pour ce nouveau débat de Mars Actu à un horaire inhabituel, d'abord parce que le sujet est suffisamment grave pour qu'on prenne le temps d'en parler, et ensuite parce que nous avions envie, avec Yves Milot du Théâtre de l'Œuvre, d'un échange le plus nourri possible, et donc d'un temps en début de soirée qui serait consacré avec certains collègues de la presse locale pour essayer de faire le point sur la crise que nous connaissons depuis maintenant 6 mois. Mais avant d'en venir là, je vais passer la parole à Yves Milot, notre hôte de ce soir. Merci Benoît. Je vais être très rapide. C'est juste pour vous souhaiter, au nom de l'association qui gère ce lieu, bien évidemment donc la bienvenue. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'on est heureux d'accueillir ces événements. Là, c'est pas un mot que j'ai envie de sortir parce qu'on aurait tous aimé se passer de ce genre d'événements, évidemment. C'est un événement qui a profondément impacté personnellement chacun, je pense, qui a impacté aussi la vie des associations. Nous, lors de ce drame, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on remplisse cette fonction puisqu'on est un lieu interactif avec les habitants, qu'on remplisse ce lieu d'accueil, de la parole. Il y avait énormément besoin de se réunir. On a essayé de répondre à ça du mieux qu'on a pu. Et il y avait aussi le besoin de créer, de conserver du lien sur le territoire. En fait, donc, ça nous a amené à réfléchir sur notre pratique, comment... parce qu'on est un peu extérieur, en fait, on est un peu un endroit de carrefour. Comment on peut mettre en avant les bonnes volontés de chaque côté? Et on est heureux que Mars Actu, justement, arrive à créer ça, à amener différents points de vue pour réfléchir à un sujet, pour que chacun puisse se faire son avis et repartir enrichi. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire ici, au plus près. Enfin, voilà, tous ces événements, ils ont vraiment impacté nos pratiques. On a un peu tendance à dire qu'il y a eu un avant et un après, mais je crois que pour chacun, il y a... Voilà, donc je pense que l'objectif de la soirée, c'est de faire en sorte que ce genre d'événement ne se reproduise plus. Il est important que cette réflexion, elle serve à quelque chose. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais juste rappeler que pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité en sortant de continuer à nous aider en fait, en mettant 1 euro, 2 euros, enfin ce que vous pouvez pour aider le lieu à fonctionner. Et puis je laisse la place à nos amis journalistes. Merci. Merci Yves. Donc un chapeau, vous n'oubliez pas, puis comme on est dans le petit quart d'heure commercial, vous avez reçu un petit prospectus qui vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà à Mars Actu avec une petite ristourne. Donc oui, c'est un peu brutal de revenir à ce qui s'est passé il y a 6 mois, mais il y a 6 mois, on était sur le pont. Je me souviens, Violette, dès 9h30 ce lundi matin, après un coup de fil qui nous a informé que des immeubles s'étaient effondrés. On ne savait plus trop combien, on ne savait pas quel numéro, à la rue d'Aubagne. 6 mois après, on est encore dans cette histoire, et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir venir à l'époque. Hein. C'était un fait divers, c'était un événement, c'était un drame, très vite on l'a su, mais c'était aussi une crise qui s'est ouverte ce jour-là et qui ne s'est pas refermée, parce qu'on a connu ensuite toute une série, une épidémie d'arrêtés de péril qui continue, qui se poursuit. Donc nous, on a souhaité réunir des journalistes parce qu'on a été dès le début là sur le terrain, tous, à des niveaux différents, et on a essayé de traiter ce sujet. Certains d'entre nous, on le traitait depuis longtemps, puis certains l'ont découvert aussi comme ça sur le terrain. Et donc ce temps d'échange, c'était aussi un moment pour faire le point. Pour faire le point entre nous, dans la mesure de ce qu'on peut vérifier, de ce qu'on a pu vérifier dans nos différents niveaux d'enquête. Donc il y a avec moi Frédéric Durand, qui est journaliste et qui est aussi directeur exécutif de la Marseillaise. Ensuite Violette Artaud, donc, de la rédaction de Mars Actu, qui a travaillé dès le 5 à 9h30, donc rue d'Aubagne. Valérie Smadja, toi tu es journaliste à France 3. Et tu travailles à la fois sur le temps court et le temps long, on en parlera tout à l'heure. Jean-François Poupelin, tu es grand reporter au Ravi, et le mensuel qui ne baisse pas les bras a sorti une double page pour faire le point, 6 mois après la rue d'Aubagne, là dans le numéro qui vient de sortir et qui est toujours en kiosque. Donc je le disais, une épidémie, quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qu'on a nous-mêmes à Mars Actu repris sur une carte avec des points rouges, des points verts, beaucoup de points rouges,
peu de points verts qui montreraient la sortie de l'arrêté de péril. Alors, cette carte, on vient de la publier. On l'a publiée pour les 6 mois et pour cet événement-là qu'on a ce soir. Est-ce que tu peux nous faire un point rapide, on la voit qui apparaît derrière nous, hein, un point rapide sur ces chiffres qui donnent un peu le tournis. Oui, alors, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va. Donc voilà, c'est le dernier papier qu'on a publié sur Mars Actu et qui a trait au drame de la rue d'Aubagne et aux conséquences. Donc il faut savoir, je vous donne quelques chiffres rapidement, qu'il y a eu depuis le 5 novembre 250 arrêtés de péril qui ont été signés par la ville de Marseille. C'est plus que les arrêtés de péril qui ont été signés les 3 années précédentes. Donc tout ça en 6 mois. On le voit là sur la carte, donc ils sont concentrés sur le centre-ville de Marseille et d'autres sont aussi sur le nord, mais il y en a assez peu dans le sud. On constate ces derniers jours, ces dernières semaines, on va dire, une accalmie. Mais malgré cette accalmie, ça concerne toujours des centaines de personnes. Il faut savoir qu'en tout, il y a 2550 personnes qui ont été évacuées de chez elles et qu'aujourd'hui, 600 sont toujours à l'hôtel. Voilà, il y a 3 mois avant, on était à 1300 personnes qui étaient toujours à l'hôtel. En ce qui concerne les levées de ces arrêtés de péril, il y en a finalement assez peu, on les estime au nombre de 30, donc on appelle ça des mains levées qui ont été signées après des travaux. En ce qui concerne les relogements, là c'est un peu plus compliqué d'avoir des chiffres. En fait, le souci c'est que la mairie ne fait pas de distinction entre les relogements définitifs et les relogements temporaires. C'est pour ça que c'est aujourd'hui compliqué de pouvoir vous donner des chiffres. Mais en tout cas, voilà, vous voyez sur la carte, donc les points rouges, c'est ceux qui sont toujours en arrêté de péril. Les points verts où on a eu une main levée et les points jaunes qui sont temporaires, c'est ça ? Partiels, voilà, une main levée partielle de l'arrêté de péril. La personne qui complète, c'est Julien Vincent qui est l'auteur de la carte en question. Donc c'est lui qui a mis tous les petits points sur la carte. Oui, des chiffres et une carte qui rappelle une autre carte, cette fois-ci qui a été réalisée dans la foulée des événements, qui a été réalisée par la Marseillaise, dans un dispositif qui était inédit, Frédéric Durand, qui avait pris même un hashtag qui s'appelait Balance ton taudis. Alors, elle est peut-être moins animée que celle-là, mais elle est animée parce que c'est les gens qui sont venus eux-mêmes signaler ce qu'ils estimaient être un mal logement. Et certains à la ville ont critiqué la forme d'épidémie en disant oui, mais c'est une surenchère médiatique, c'est finalement la faute des médias qui avaient trop insisté sur le sujet. Est-ce que c'est le rôle d'un journal finalement d'inviter à signaler des logements indignes ou des taudis ? Oui, d'abord parce que tous les points rouges qu'on voit existaient avant le 5 novembre, malheureusement. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à avoir très peur de ce qui s'est passé. Et nous, effectivement, nous avons lancé le hashtag Balance ton taudis. Et à partir de là, on a reçu des centaines et des centaines d'expressions des citoyens, d'habitants qui avaient peur. Et nous, on a été obligés, bien entendu, d'abord parce que ça nous a dépassé un petit peu, et puis on avait le devoir de les transmettre à la préfecture parce qu'on ne pouvait pas avoir eu des signalements de cet ordre-là s'il y avait derrière, juridiquement, notre responsabilité était engagée si on ne les transmettait pas. Donc on a eu un autre problème, c'est les transmettre, mais de façon anonymisée, puisqu'on ne pouvait pas donner les noms des personnes qui s'étaient signalées. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça nous a... D'ailleurs, moi je me dis, on a fait tout ce qu'on a pu dans ce rôle social-là, nous, la Marseillaise, et puis les autres médias aussi. Tu disais, est-ce que c'est notre rôle ? Oui, je crois que c'est notre rôle. On essaie d'avoir un rôle d'utilité publique. Et je pense qu'au travers de ça, il se justifie. D'autant qu'on a pu relever aussi des pratiques d'élus eux-mêmes qui étaient des marchands de sommeil. Donc je crois que là aussi c'est notre rôle que de le faire, et c'est vrai que dans le cadre de ce rôle social, la Marseillaise a essayé, y compris nous avons invité les délogés à faire le réveillon dans les salles de la rotative de la Marseillaise, parce que tous ces gens-là étaient éparpillés partout et ils ont été très contents de se retrouver le soir de Noël. Voilà. Donc oui, c'est pleinement notre rôle, je crois. Voilà. Oui. Et bon, votre rôle s'est pas arrêté là, puisque David Coquille, qui est un des journalistes qui travaille le plus
le plus assidûment sur ces questions de logement, de mal logement et d'indignité, a sorti hier un article qui fait le point sur l'enquête en cours, et il a eu des documents inédits qui sont dans le dossier d'instruction des 3 juges qui ont été nommés en novembre dans la foulée de l'enquête préliminaire. Donc avec des éléments, des premiers éléments de pré-rapport, mais qui indiquent assez clairement que le 65 était dans un état suffisamment déplorable pour avoir emporté avec lui sans doute le 63 et le 67. Bon, il est aussi question de l'absence de toit sur la partie arrière du 63 rue d'Aubagne, propriété de Marseille Habitat. Là aussi, avec des écoulements d'eau qui ont dû contribuer à fragiliser le 65 et entraîner cet effet cascade, cet effet domino. Alors bien sûr, ce ne sont que des rapports provisoires, mais ça montre que le travail d'enquête, c'est un travail continu qui va se poursuivre aussi le temps de l'enquête judiciaire. Alors, pour le Ravi, vous avez aussi regardé un peu les choses et fait une enquête, mais cette fois-ci sur l'état des services, parce que tous ces arrêtés, ils ont été pris par un certain nombre de services municipaux, qui sont aujourd'hui dans un état de grande tension, avec des arrêts maladie, des gens qui ne viennent plus, et des services qui dysfonctionnent de manière durable. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est aussi inquiétant, c'est que la ville ne se remet pas du tout de cette période, n'arrive pas à se redonner les moyens, et donc manquait de moyens, et donc a des équipes qui sont en surchauffe, des équipes qui s'épuisent, et donc dont certains avec des démissions, des arrêts maladie, des départs, donc des compétences en moins, et surtout des recrutements qui sont de plus en plus fragiles, parce que c'est principalement des CDD, des jeunes, alors sortant d'école peut-être pas, mais en tout cas des jeunes personnes, et donc n'arrivent pas à combler son retard et à se redonner, à sortir la tête de l'eau. Donc on est toujours vraiment dans une surchauffe, et au point où elle a même fait appel aux marins-pompiers, à un ancien commandant des marins-pompiers, pour mettre en place un système une cellule d'urgence, la cellule de crise de la ville de Marseille maintenant, pour pouvoir gérer ce genre d'événement, une cellule qui n'existait pas. Donc voilà, avec aussi nous des échos qu'on a, mais qui sont aussi inquiétants, où les compétences manquent cruellement aussi au sein des services. Au-delà de l'épuisement des gens, c'est que les recrutements se font pas spécialement sans formation, et parfois très loin des compétences nécessaires pour ne serait-ce que constater un état de péril ou pouvoir signer un document les concernant. Valérie, cette enquête-là recoupe en partie une enquête que tu mènes en ce moment et qui doit donner lieu à un documentaire, le 5 juin prochain, qui sera diffusé le 5 juin sur France 3. Et donc cet état de déliquescence, en tout cas de dysfonctionnement chronique des services de la ville et du péril et d'hygiène qui font les constats. Ça explique effectivement le problème. Oui. Nous, à France 3, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on essaye de travailler sur le constat. Donc le constat, c'est quoi? Ce sont des formats courts que nous diffusons dans les journaux le soir. Et puis, il y a des enquêtes où on essaie d'apporter un peu plus d'explicatif. Parce qu'en 1 minute 40, vous comprenez bien qu'on ne peut pas expliquer grand-chose, mais juste constater. L'explicatif, c'est quoi aujourd'hui? C'est, en fait, en tout cas, ce que j'essaye de faire pour le 5 juin, c'est d'expliquer comment s'imbriquent tous les systèmes, l'ARS, donc l'État, les différents services de la mairie, hygiène, sécurité. Et là où on apprend effectivement qu'il va y avoir une autre strate supplémentaire, parce que tout ça est déjà un petit peu confus. Et là, maintenant, on apprend qu'il va y avoir un service de la métropole. C'est-à-dire que, normalement, d'ici le mois de juillet ou le mois d'août, il va y avoir un nouveau service habitat, une cellule habitat au sein de la métropole. Et cette cellule va fonctionner avec le personnel du service de l'hygiène, le personnel du service de sécurité, donc qui, eux, vont plus avoir de personnel, mais vont toujours fonctionner, mais on ne sait pas comment. Et cette nouvelle cellule habitat va désormais être gérée par la métropole et va pouvoir s'occuper du logement indigne à Marseille. C'est une sorte de chapeau, ils vont rester, il y a même on ne sait pas encore, puisque la convention n'est pas encore signée, Ouais. Elle est un peu coincée dans les tuyaux, mais il y aurait a priori une clé de répartition 60-40, ils travailleraient un peu pour la métropole, un peu pour la ville. Voilà, alors déjà qu'ils sont surbookés,
Ça a l'air un petit peu compliqué, mais maintenant on leur dit, alors, ça va être un petit peu métropole, un petit peu la ville. Avec quel référent? Ça, ils ne savent pas. Alors l'idée c'est que voilà, on a fait un premier tour de table, mais l'idée c'est que vous puissiez vous poser des questions aux journalistes qui sont ici et sur les interrogations que vous avez sur les faits, quoi, hein, sur à la fois le déroulement de l'enquête judiciaire, mais aussi l'avancée de la politique de lutte contre l'habitat indigne, désormais portée conjointement par la métropole et la ville. Donc voilà, si vous avez des questions, on peut continuer aussi nous-mêmes à parler de notre travail, mais si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser. Voilà. Non, vous voulez... Ah, il y a une dame. Attends, il y a la dame là. Oui, juste, voilà, je vous cède le micro du présentateur et je vous passe la parole après. Donc c'était ici, pardon. Voilà, oui, non, je voulais savoir, vous dites enquête judiciaire, je voulais savoir cette enquête judiciaire, donc elle met qui en cause et en mouvement? Je passerai la parole après, peut-être pour un complément, mais ce qu'on peut en dire déjà, c'est qu'elle est soumise au secret de l'instruction, hein, puisque c'est 3 juges d'instruction qui la mènent, et que ces juges d'instruction ne sont pas censés communiquer à aucun moment sur l'avancée de leurs enquêtes. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, nous, journalistes, nous avons l'habitude de travailler malgré ce secret de l'instruction. Pour l'instant, on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été entendus. Bonsoir, Madame Fructus. Donc un certain nombre de gens qui ont été entendus, mais on est surtout, de ce qu'on sait de l'enquête, sur des rapports qui sont commandés pour essayer de faire le point sur l'état de l'art, en fait, en gros, dans quel état étaient les bâtiments, chacun des bâtiments, et quels étaient leurs dysfonctionnements connus. Voilà. Donc on sait que le rapport Philippe Puty, la personne qui avait fait le rapport préalable sur l'état des 65, a de nouveau été sollicité pour faire un rapport complet de ce qu'il avait vu, lui, à la fois dans le 65, mais aussi dans le 67 et dans le 63 qu'il a visité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, de ce qu'on sait, les magistrats instructeurs ont cherché à avoir un second expert qui, lui, a fait un point plus global sur l'état des bâtiments, mais parfois de manière très ancienne, parce que selon le papier paru dans la Marseillaise ce matin, ils se remontaient parfois à des documents d'archives des années 50, au moment des rachats du 65, qui faisaient état déjà d'une fragilité du 65. Voilà, donc il y a un rapport, il y a plusieurs rapports qui existent, et ensuite il y a eu des auditions. L'expert qui a prononcé un arrêté de péril une semaine avant l'effondrement sur le 65, un arrêté de péril avec une évacuation qui a été de 24 heures. Cet expert, il a été entendu, Richard Carta, à nouveau. Donc il y a des éléments aussi d'audition. Pour l'instant, on a les éléments que David Coquille a publiés, mais généralement, quand il y a une première publication, ça incite les confrères à faire de nouvelles publications. Donc on aura peut-être des suites. Peut-être Frédéric Durand, vous pouvez en dire un mot? Non, pas plus que ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est le point de l'enquête, on en saura plus au fur et à mesure des investigations de la presse. Voilà. Oui, monsieur Lafont, là pareil, je suis président du syndicat des propriétaires des Bouches-du-Rhône, alors je voudrais simplement rappeler qu'effectivement on s'est tous trouvés confrontés à ce drame, bien sûr, de la rue d'Aubagne, et je dois dire que nous représentons, nous, sur Marseille, à peu près 6000 copropriétaires et propriétaires, donc très souvent dans ce centre-ville historique de Marseille, et qui effectivement a subi ces dernières années une évolution bien sûr qui ne satisfait absolument personne. Et je crois que, si vous voulez, c'est le rôle d'ailleurs des journalistes effectivement de faire leur travail, mais il s'est quand même créé, si vous voulez, après le 5 novembre, un espèce de climat anxiogène, et on aurait pu peut-être le traiter un petit peu différemment. Alors on a tous été sous un chapeau, il faut le reconnaître. On s'est trouvé confronté à des mises en péril graves et imminents. Et bon, il a fallu y répondre. Alors je peux vous dire que nous avons, nous, reçu au syndicat énormément de gens qui sont syndics bénévoles de leur immeuble.
en particulier d'ailleurs dans l'hypercentre de la ville, et qui se sont retrouvés confrontés à des sujets qu'ils n'avaient jamais envisagé un jour de traiter. Parce que quand on est syndic bénévole d'un immeuble, et dans le centre-ville historique de Marseille, il y en a beaucoup. En particulier, si vous voulez, dans le secteur Noailles, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été mis en copropriété dans les années 60-70, certainement mal mis en copropriété, et en fait, très souvent, il y a beaucoup de syndics bénévoles. Alors nous en avons actuellement, notre syndicat, nous en avons à peu près 150 que nous avons répertoriés et qui sont adhérents au syndicat, que nous essayons bien sûr d'aider dans le cadre de ces problématiques. Alors bien sûr, tous les 150 immeubles ne sont pas mis en péril grave et imminent. Enfin, il y en a quand même, on en a à peu près une trentaine, si vous voulez, de gens qui sont venus au syndicat nous dire: je suis copropriétaire dans un immeuble, je suis syndic bénévole, qu'est-ce que je dois faire? Donc nous, on est là pour essayer de les aider et de trouver des solutions. Voilà, donc c'est ce que j'avais déjà à dire. Comme je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin du débat, mais mon ami Sicre va me représenter, Oui. Je pense qu'on pourra lancer Oui, le oui, débat. on évoquera ensuite cette situation effectivement délicate de propriétaires qui ne sont pas toujours armés pour faire face au désordre des immeubles dont ils ont la charge en tant que syndic bénévole. Frédéric Durand, vous vouliez commenter ce commentaire? Commenter le commentaire, non. D'abord, réagir, on a réagi aussi avec toute l'émotion qu'a suscité ce drame, bien entendu. Mais au-delà de ça, je pense, d'abord, il y a une particularité à Marseille, il faut qu'on en ait tous conscience, même si la justice fera son travail et déterminera où sont les culpabilités, comment elles sont réparties. Mais vous prenez une ville comme Paris, vous avez plus de classes modestes, populaires dans l'hypercentre, c'est fini, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que tout le monde a été relégué dans les arrondissements périphériques et même au-delà, en fait, à la périphérie, tout court, dans les villes aux alentours. Donc il y a cette spécificité marseillaise qui fait et je pense que c'est un défi aussi pour le politique à Marseille, de garder des classes, qu'on va dire, populaires, modestes, dans l'hypercentre. Mais ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de facteurs, à mon avis, si on doit rentrer, il n'y a pas un coupable seulement, il y a beaucoup de facteurs qui ont conduit à ces situations-là. Parmi ceux-là, nous, David Coquille, à nouveau, a fait un papier sur les marchands de sommeil, même si c'est un facteur minoritaire, ça existe. Il y a aujourd'hui à Marseille des gens qui profitent de la misère des gens, qui donnent à la vente des appartements relayés par des agences immobilières, en vendant l'appartement avec les locataires à l'intérieur parce qu'ils sont bénéficiaires de la CAF, des minima sociaux, et on leur dit c'est une bonne opération, achetez, de toute façon, il y a les cafistes, etc. Ça existe même si c'est minoritaire, et il faut aussi être capable de le dénoncer. Deuxième chose qui me paraît très importante, c'est aussi tous les propriétaires marseillais ne sont pas des propriétaires aisés. Et lorsque vous avez une copropriété où vous avez 3 ou 4 propriétaires incapables de pouvoir participer à la rénovation des lieux, forcément ça bloque tout. Et là, je pense que la puissance publique doit prendre le relais. C'est-à-dire que s'il y a des propriétaires qui sont insolvables, pour autant, doit-on laisser l'immeuble s'effondrer? Non. Je pense qu'il y a un rôle de la puissance publique. Aujourd'hui, il y a un plan habitat indigne de la métropole. Donc, il y a un rôle de la puissance publique très fort là à jouer pour venir se substituer à l'habitant qui ne sera pas parce qu'il ne le veut pas, mais qui ne sera pas en capacité de participer financièrement aux frais induits par l'état de son bâtiment. Voilà, je voulais donner simplement ces 2 éléments parce que je pense qu'il ne faut pas, c'est un débat qu'il ne faut pas simplifier, c'est compliqué, mais il faut aussi se battre, et je crois que c'est Martine Vassal qui le disait, s'agissant de la métropole, contre les marchands de sommeil, parce que je pense qu'il y a aussi des profiteurs de misère dans cette ville, et c'est une réalité. Oui, et ce matin, on faisait le point justement sur la manière dont le parquet lutte ou ne lutte pas, ou a lutté, mais pas assez, sur les marchands de sommeil, et le faible nombre, finalement, de dossiers qui sont arrivés jusqu'à la barre. Il y avait une question là, Jean-François, peut-être... Moi, je peux parler, j'ai une bonne voix. Ouais. En 2010, j'ai assisté à la conférence de la DIL au conseil départemental. Avec le micro, c'est mieux pour l'enregistrement. Parce que... En 2010, j'ai assisté à la conférence de la DIL au conseil départemental sur l'habitation indigne et insalubre. Mais les 3 quarts des immeubles qui sont mentionnés aujourd'hui étaient mentionnés il y a déjà 10 ans, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 10 ans? On sortait à peine de l'avenue de la République, mais le fiasco de l'avenue de la République, on continue, quoi. Il y a un mec qui est parti en prison pour avoir fait disparaître à peu près 15 semi-remorques de tout le patrimoine de l'avenue de la République. Un encart dans la Provence. Alors oui, effectivement, je le disais, il y a eu très très peu de peines prononcées. Des escaliers, des cheminées, un encart dans la Provence. À lui tout seul, il a débrouillé je ne sais pas combien d'immeubles. Alors c'est pas exactement le même sujet, même si c'est un sujet connexe. Là, on parle de l'habitat indigne avec des gens qui vont...
Oui, oui, mais qui vont souffrir dans leur chair du fait de l'état de leur bâtiment. Hein. Il y a effectivement un lien, et un lien parce que c'est la rue de la République, mais ce n'est pas exactement le sujet. C'est un sujet connexe et complexe. Allez-y. Juste une toute petite question. Moi, je suis surprise de la discrétion de Violette de la caisse d'allocation familiale dans cette affaire. La CAF distribue l'argent. Elle a vocation à contrôler à la fois la surface et l'état des logements pour lesquels elle fournit. Depuis que le drame est arrivé, et alors que la CAF aurait dû jouer son rôle et que manifestement elle n'a pas pu le faire ou qu'elle n'a pas voulu, cette question de la CAF a été très peu interrogée. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. Alors, on n'y a peut-être pas répondu assez clairement. Normalement, les allocations sont effectivement corrélées à la décence du logement. Le fait est que ces contrôles ne sont pas effectués, mais c'est effectivement une problématique qui nous a posé question. Alors peut-être Valérie, est-ce que cette question de la CAF, tu l'abordes dans ton enquête? Non, moi je ne l'ai pas posée dans mon enquête non plus parce que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est un mot compliqué qui revient souvent quand on fait des enquêtes sur le logement insalubre. Tout le monde dit c'est compliqué. La CAF, effectivement, par manque répondent en fait en off que par manque de personnel ne vont pas vérifier déjà ce qui se passe. C'est un peu le problème dans tous les services, que ce soit à l'hygiène, à la sécurité, à l'ARS. On nous renvoie toujours le manque de personnel, et le manque de personnel implique qu'il n'y a pas de vérification sur le logement insalubre. Et le problème, c'est qu'il me semble que la loi sur le logement décent date seulement de 2002, je crois bien. Donc c'est vrai qu'il y a... Enfin, 2002, ça semble loin maintenant, mais ça semble aussi très peu, quoi, finalement, de se dire, voilà, comment on caractérise un logement décent. La loi ne date que de 2002. Et ça, je pense que c'est... voilà, pour la CAF, il faut aussi le temps de mettre toutes les petites cases en ordre. Oui, et puis il y a alors Françoise Zitouni, qui est une chercheuse qui participera à la deuxième partie de ce débat, l'a très bien dit dans une tribune qu'on avait publiée en décembre. Hein. Il y a aussi des problématiques, on va dire, institutionnelles. Hein. Faire face à ses premières obligations, arriver à traiter les questions d'allocation familiale, c'est déjà une difficulté de la CAF. Et ensuite vient cette question de la décence qui se surajoute, qui est importante, hein, parce qu'il y a des sommes phénoménales qui sont versées directement. Qui est fondamentale et pour la CAF et pour les locataires. C'est ça. Et pour tout le monde. Elle est finalement traitée à la marge. Alors on l'a vu, il y a des équipes qui sont mandatées, notamment des compagnons bâtisseurs qui font des contrôles dans les logements et qui établissent, quand on a sorti l'histoire de M. Santelli, il y avait un arrêté de péril, hein, cette vice-présidente du conseil départemental, adjoint au maire, qui avait un logement qui était frappé d'arrêté de péril sur les parties communes, mais aussi frappé d'indécence ou de non-décence sur la partie privée, hein, pour sa locataire. Donc là, la CAF avait fait son travail et avait consigné les sommes versées à M. Santelli. Elles sont restées consignées relativement longtemps. Aujourd'hui, elle a été relogée, fort heureusement, mais on ne sait pas si lui a fait les travaux de mise en décence. Donc, comme partout, c'est une histoire de personne aussi, oui. De la personne qui tombe sur le dossier ou pas. D'autres questions? Oui, je voyais au fond, et puis une dame au premier rang. Enfin, pas au premier rang, au deuxième. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si quelqu'un est au courant d'un changement d'équipe quelque part, dans la mesure où la question que je pose, c'est que je me pose, c'est qu'il y a bien une responsabilité dans la décision de réintégrer les gens du 65, et ces gens sont morts. Donc manifestement, la décision d'avoir intégré ces gens, c'est une incompétence, mais indescriptible. Et donc je voudrais savoir si quelque chose a changé dans ce protocole de rédaction et de publication de main levée, d'autorisation de réintégration dans des immeubles dont manifestement on ne peut pas avoir confiance vraiment qu'ils ont vraiment été consolidés et sécurisés. Alors, peut-être on en parlera, Jean-François, mais je peux faire une première réponse et ensuite tu complètes. Alors, la première chose, c'est de dire que la ville a passé des marchés pour être conseillé. C'est-à-dire que systématiquement, il y a un expert qui est censé vérifier les travaux qui sont mis en œuvre par les syndics, qui sont parfois bénévoles. Donc ça, c'est une première vérification. Ça doit entraîner la main levée. La question, c'est qu'on sait qu'il y a des problèmes de main levée
donc de l'arrêté de péril, donc qui touche la structure du bâtiment, mais qu'on n'a pas vérifié l'insalubrité, et qu'il faudrait vérifier à chaque fois l'insalubrité et la question de la sécurité du bâtiment en lui-même. Ensuite, ce qu'on peut dire, nous, de ce qu'on a pu recueillir de l'État, de la direction de la gestion des risques et la prévention des risques, pardon, qui prend ces arrêtés, c'est qu'ils sont complètement submergés. C'est-à-dire qu'il y a des cadres, un bon nombre de cadres qui ont quitté le service, soit parce qu'ils sont en congé maladie, soit parce qu'ils, enfin, un congé maladie dont peut-être ils ne reviendront pas. Donc il y a un vrai problème de responsabilité, et le suivi des mainlevés est un vrai problème. Et on le voit dans la carte qu'on a publiée ce matin. Les mainlevés sont en très faible nombre, hein, parce qu'il faut être en capacité de suivre chacun des dossiers et de vérifier ces mainlevés. Donc là, on a un vrai problème, et qui est d'autant plus problématique, d'autant plus aigu, que tout ça est censé remonter à la métropole dans les mois qui viennent, dans des conditions que les agents eux-mêmes ne connaissent pas vraiment, ce qui va nourrir encore plus leur insécurité. Donc il y a un vrai souci, et à ce souci-là, on va dire, de dysfonctionnement, s'ajoute la question de la responsabilité pénale pour certains de ces cadres. Voilà. Juste pour ajouter rapidement sur cette question, c'est effectivement alors deux changements de fonctionnement. J'ai pas l'impression qu'il y en ait eu. Par contre, il y a une demande de responsabilité, de prise en responsabilité de lever à certains salariés, employés, fonctionnaires de la mairie, qu'on passe cette responsabilité initialement. Donc, ils envoient quand même au feu des gens qui n'ont pas la formation, qui sont absolument pas formés pour prendre ce genre de décision, quoi. Et puis au-delà de la formation, même s'ils sont formés, ils n'ont pas la responsabilité, on va dire, juridique d'engager leur propre responsabilité. Je voulais rebondir sur la question sur la remarque sur le 2010. On pourrait remonter aussi quand même dans le temps sur la question de la lutte contre l'habitat indigne. Il y a une première convention qui date de 2002, mais il y avait même un rapport de la Chambre régionale des comptes de 1998 sur Noailles, il me semble. Non, sur Marseille Aménagement. C'était sur Marseille Aménagement et sur les outils utilisés. Et ouais, ex-Soleam, effectivement, merci. Et qui notait déjà que la question des outils et de la vérification des travaux réellement effectués, des réhabilitations, n'avait pas du tout été anticipée par Marseille Aménagement à l'époque, et donc qui était vraiment une porte ouverte à tous les dérapages. Donc voilà, et après, si on prend les conventions de lutte contre l'habitat indigne, qui datent de 2002 ou 2008, il me semble, pour la seconde, quand on regarde les résultats, ils sont quand même assez affolants. Sur le panel, sur la première de 2002, qui concernait plus précisément les hôtels, du centre-ville, de l'hypercentre, il y avait le bilan des services de la ville faisait état sur le panel, il y avait 40% des immeubles qui n'avaient pas du tout été inspectés, regardés, ni analysés. Donc il y avait déjà des déficiences qui étaient présentes, quoi. Oui, alors c'est compliqué, c'est 20 ans de politique, donc c'est effectivement difficile en quelques minutes de les résumer, mais effectivement il y a eu plusieurs stades, et les périmètres de restauration immobilière se sont succédés avec à chaque fois des rapports de la Chambre régionale des comptes pour venir sanctionner les manques de la politique. Et ce complément, il faut le signaler, hein, de conventions signées avec l'État, avec Marie-Noëlle Lindemann dès 2002, puis ensuite signées successivement, sans qu'effectivement tous les immeubles qui étaient ciblés aient pu être visités. Et c'est là où la compétence est double, hein, c'est une compétence aussi qui est partagée avec l'État. L'État, en signant, s'est engagé aussi, et finalement doit partager ce bilan largement en demi-teinte de la politique d'éradication de l'habitat indigne. D'autres questions? Il y avait une dame là. Ah oui, vous madame, et puis ensuite peut-être. Oui, c'est dans la même lignée, puisque je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu le rapport Nicole qui est sorti en 2015. Bon, moi à l'époque, j'étais pas à Marseille, mais j'ai aucun souvenir de ce rapport à cette époque-là. Je ne sais pas quelle couverture médiatique il y a eu. En tous les cas, en le lisant, c'est évident qu'il y a un constat qui est très clair, avec un diagnostic et des préconisations. Et je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause la compétence de M. Nicole, qui est quand même un haut fonctionnaire. Et ça avait été demandé à la demande du ministre de l'époque, de Sylvia Pinel, si je ne me trompe pas. Bon, donc je pense qu'effectivement, là, il y avait quand même déjà tout un constat qui avait été fait.
qu'est-ce qui s'est passé pour 40 000 logements, 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est une personne sur 8 à Marseille, quand même. Voilà, donc je pose la question. Alors, on aura l'occasion d'aborder ces questions-là dans la deuxième partie du débat, mais il y avait des actions qui ont été engagées, hein, et ça a été, il y a eu un renforcement des services, à la fois du service d'hygiène, du service de péril, dans des conditions, là aussi, qui sont interrogées, mais ces renforcements ont eu lieu, et les engagements avaient été pris aussi pour un renforcement des services de l'État, hein, et de l'ARS. Bon, ben, ils étaient à 3,5 équivalents temps plein, je crois, pour gérer les 40 000 logements dont on parle, hein, à l'ARS. Donc, c'est aussi là où la compétence est partagée. Le fameux GOLI, hein, le groupe opérationnel de lutte contre l'habitat indigne, il devait être renforcé aussi. Bon, ben, il a été un peu tardivement, hein, puisque désormais, il a fallu passer par des morts pour qu'enfin on se décide à relancer un groupement de lutte et de traitement de ces problématiques. Le GOLI, il n'est pas relancé, il me semble qu'il a été arrêté en 2017, il n'y avait plus rien, et du coup, là, le nouveau procureur tente de faire un nouvel organisme, en fait, mais qui est beaucoup plus large. Ce ne sera pas seulement le logement insalubre, mais dedans, il y a aussi la délinquance. C'est-à-dire que le même nombre de personnes va travailler pour le même capital constant en nombre de personnes, mais un secteur en fait beaucoup plus gros, c'est-à-dire logement et délinquance. Oui, c'est ça. Ça s'appelle un groupe de lutte contre les trafics et la délinquance, le GLTD. Et au départ, il devait travailler sur Corot. Et les événements de la rue d'Aubagne et puis les directives de la chancellerie ont fait qu'ils l'ont élargi à la question de l'indignité. Mais on ne connaît ni les outils, ni effectivement le nombre de personnes dédiées, et surtout le nombre de personnes dédiées dans les services enquêteurs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des magistrats, et encore des magistrats qui ont des piles de dossiers. Derrière, il faut avoir aussi des services qui sont formés à la fois sur le côté enquête et puis aussi sur le côté signalement, y compris au traitement pénal de ces questions d'habitat indigne. Peut-être d'autres questions ? Oui. C'est un peu relié à ce que vous disiez. Il me semble avoir lu que une armée d'experts allait être détachée sur Marseille, notamment venant de Paris, pour booster un peu les équipes sur place qui avaient l'air un peu dépassées par les événements après tant d'années d'immobilisme. Donc ça en est où ? Est-ce que c'est illusoire ? Est-ce que c'est réalisable ? Ça en est où ? Alors, au début, on a eu l'impression que c'était une armée d'experts. En fait, il s'avère qu'ils sont pas plus de 5 et en pointillés. Donc, ils ne sont pas tout le temps 5 sur place. Ces experts, donc, leur travail devait s'étaler en plusieurs parties, on va dire. La première partie de leur travail, ça a été d'analyser le périmètre de sécurité autour de la rue d'Aubagne et de savoir si les gens pouvaient réintégrer leur logement. Donc ça, a priori, ils ont terminé de faire ce travail-là. Certaines personnes ont pu réintégrer et la plupart ne l'ont pas pu. Ensuite, on nous a dit dans un premier temps que ces experts devaient aussi faire un travail d'analyse de l'habitat beaucoup plus large, surtout Marseille. Je crois qu'ils y sont pas du tout. Voilà. Oui, vous faites référence à c'était une sortie de M. Castaner, hein, qui avait annoncé un audit complet de l'habitat indigne sur Marseille. Et donc ensuite, on avait annoncé l'armée d'experts qui devait le faire. Et puis on n'y est pas. Hein. Effectivement, cet audit-là n'aura pas lieu, ou en tout cas dans des délais que nous ne connaissons pas. Voilà, je pense qu'ils sont toujours actuellement en train de se poser des questions, notamment sur les effondrements aussi, sur les questions de caves qui peuvent être imbibées d'eau et de la cause de cet effondrement, plutôt. Oui, bonsoir. C'est pas exactement dans le même sens que je vais poser ma question. Je voudrais d'abord remercier les journalistes d'ici, parce que je lis la Marseillaise, je lis la Provence, je lis Marsactu, et c'est pas du tout anxiogène, comme a dit quelqu'un, ça nous apporte beaucoup de renseignements, et je crois que c'est assez rare qu'une lutte urbaine soit aussi bien couverte. Des gens comme M. David Coquille, c'est vraiment un journaliste épatant. Et ce que j'aurais envie de demander aussi, c'est très bien, c'est très important les analyses que vous nous donnez, et il faut que vous continuez à les faire, continuez à nous informer, mais j'aurais une demande comme ça, puisque vous me parlez du rôle des journalistes dans cette crise. Ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on ait encore plus d'interviews, encore plus de figures qui s'expriment.
cette crise est difficile et je pense qu'au collectif du 5 novembre et à la Fondation Emmaüs, il y a vraiment des gens remarquables. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'à côté des récits, des comptes rendus, on ait les voix des gens comme Kevin Vacher, comme Marie Batou, qui s'expriment encore plus souvent. Mais c'est un souhait. Hein. Mais bravo et merci. Oui, juste pour répondre rapidement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand même. Il y a donc d'une part d'essayer de poser un diagnostic global, voilà, sur les politiques publiques et sur ce qui a été enclenché ou pas depuis ce drame. Mais je pense qu'on essaye aussi dans notre travail d'avoir un côté humain, d'aller rencontrer les personnes qui sont délogées, de raconter leur quotidien sous forme de reportage. Enfin, j'étais encore cet après-midi chez quelqu'un qui vit dans une chambre d'hôtel et voilà, pour qu'ils, j'allais dire simplement, mais non, c'est pas simple pour eux, mais qui racontent leur quotidien. Et ça va avec voilà, les militants qui se mobilisent et avec qui on reste en contact assez souvent. Frédéric ? Oui, non, je vais dans ce sens. Nous aussi, à la Marseillaise, on essaie le plus souvent possible de faire intervenir ceux qui sont aux premières loges, qui subissent et qui vivent. Je le disais tout à l'heure, on a même invité tous les délogés à faire le réveillon à la Marseillaise pour qu'ils puissent se retrouver, etc. Après, je pense qu'il faut que ce soit accompagné de parole d'expertise aussi, parce que même si on est tous des experts de notre quotidien, il y a aussi à entendre tous ceux qui ont l'expertise réelle. Juste deux mots, parce qu'on voit bien dans les échanges qui ont eu lieu, qu'il s'agisse de la CAF ou d'autres services municipaux, qu'il y a un manque de services publics quelque part. On sait qu'aujourd'hui, les choix qui sont faits au niveau national, permettez-moi cette parole engagée, mais en fait, au niveau national, c'est de réduire sans arrêt les gens qui participent au service public, d'une part au niveau de l'État, et d'autre part en réduisant de façon extrêmement drastique les contributions que fait l'État aux collectivités locales. Donc là, il va falloir aussi se poser ces questions-là, c'est-à-dire que c'est vrai que la CAF devrait vérifier la dignité du logement pour lesquels elle accorde une aide, mais si on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour le faire, parce que par ailleurs, on est complètement débordé, c'est pas à eux qu'il faut jeter la pierre. C'est globalement, moi je crois que vraiment on a besoin de réfléchir à ce problème dans sa globalité, structurellement, pour trouver tous ensemble des solutions. Je crois qu'il y a peut-être juste aussi une problématique qu'on n'a pas posée, c'est la question du manquement du logement social et du logement social de fait qui découle de l'habitat insalubre. Alors, il y avait deux questions au fond et il y a une dame au premier rang aussi. Oui, alors moi, depuis 6 mois, j'ai l'impression que la presse fait plutôt bien son travail, sort des choses qu'on n'aurait pas appris par la mairie, c'est clair, par la mairie, par l'État. En fait, on a peu d'infos, c'est compliqué, il faut aller tout le temps chercher tout. Moi, ce que je me demande, c'est que, voilà, ça fait 6 mois que vous êtes sur le terrain, que vous rencontrez un peu les mêmes acteurs. Est-ce que vous avez l'impression que ce travail où vous informez les gens et vous faites sortir l'information, est-ce que vous avez l'impression que ça infléchit un petit peu les personnes qui sont les acteurs et les décideurs à la mairie, auprès de l'État, à la métropole? Moi, j'ai l'impression que tout le monde est en place, que M. Ruas est toujours là, et que, ainsi de suite. Moi, M. Ruas, ça me choque en premier lieu. Voilà. Alors déjà, la première chose... La première chose, c'est déjà de saluer la présence d'Arlette Fructus qui est là dès ce soir et qui sera là, qui participe au débat et qui a le courage de vous dire directement, être dans un dialogue contradictoire sur des questions qui ne sont pas simples à la fois pour elle et pour... elle ne porte pas tous les services de la ville sur le dos, et je pense qu'elle nous le dira. Mais par ailleurs, effectivement, qu'est-ce que ça a changé? Moi, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que ça change le boulot qu'on fait. Je ne sais pas si ça a infléchi quelque chose. Jean-François. Ce serait pire si on ne le faisait pas, ce travail-là, ça c'est sûr. Non, moi, effectivement, la présence de Madame Fructus est plutôt rare. C'est une des rares à s'exprimer sur ce sujet de la rue d'Aubagne. Ils sont 3-4 à la mairie. J'ai l'impression que moi, ça n'a pas changé, enfin que ça n'a absolument rien changé. On a refait un petit peu le point sur le discours politique depuis 6 mois, et finalement, on est toujours sur cette même défense de la politique menée. Les mêmes conventions rappelées, les mêmes conventions qui ont été signées, les mêmes montants qui ont été versés. Donc on a toujours cette défense de la politique menée depuis quasiment 25 ans sur la question de l'habitat indigne. Et à peine
une parole, puis pas une parole de regret de la part de Jean-Claude Gaudin. Je te vois secouer la tête. Il est hanté. Il est hanté, voilà. Mais il n'y a pas eu d'inflexion, il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu de démission. C'est même les 4 élus mis en cause, comme comme ça avait été rappelé dans la presse, sont toujours en place, perçoivent toujours leurs indemnités et n'ont pas démissionné. Alors, on aura le temps, j'imagine, de décrire ce que la métropole a fait, parce ce qu'a annoncé la métropole, parce qu'il y a quand même des millions qui ont commencé à pleuvoir, hein, en tout cas en annonce, et puis des nouveaux points qui ont été posés sur une carte, qui sont les immeubles qui vont faire l'objet d'un traitement accéléré. On verra ensuite sur pièce, hein, encore une fois. Puisque des annonces, on en a déjà eu et pas mal de fois. 2 questions, il reste 10 minutes pour la première partie. Et puis ensuite, on se reverra pour la seconde. Non, juste pour ajouter juste un petit mot, est-ce que ce que nous faisons est utile ou est-ce que ça change les choses? Moi, je pense déjà, porter la voix de ceux qui ne pourraient pas parler si nous n'étions pas là, ça change déjà beaucoup de choses. Voilà, que cette voix-là puisse s'exprimer. Ensuite, effectivement, le politique, ils ont tous ouvert le bouclier au moment où ils ont vu qu'il se passait ça, parce que je pense, là encore, et nous, on a été de ceux qui ont dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer. Mais moi, je veux le répéter, il n'y a pas qu'une question d'individu là derrière. Il y a vraiment une problématique structurelle. Si on individualise, et je le dis, la Marseillaise, quand il a fallu le faire, l'a fait. Parce que s'il y a tel élu qui est lui-même un marchand de sommeil, on ne va pas se gêner pour le dire. Cela étant dit, réduire à des individus, fût-il élus, la problématique, je pense que c'est aussi une erreur. Il y a vraiment quelque chose à traiter de façon structurelle et complètement globale, ce qui n'empêchera pas les responsabilités à un moment donné, puisque quand on est élu, on accepte de prendre des responsabilités et que ces responsabilités, bien entendu, il faut les assumer. Alors, une question derrière, il y a encore 3, on s'est dit 10 minutes, donc il va falloir peut-être en prendre une volée, on essaiera d'y répondre. Allez-y. Oui, effectivement, merci à la Marseillaise, merci à Mars Actu. Je rejoins ce que disait le monsieur et aussi par rapport aux compagnons bâtisseurs. Effectivement, le 31, on a vécu cette soirée avec beaucoup d'émotions. Je faisais partie de ceux qui ont organisé et j'ai pu voir l'immense bonheur qu'ont ressenti les délogés. Ce que je voulais dire, c'est par exemple à la rue Saint-Pierre, le mur mitoyen s'est affaissé parce que les travaux au sous-sol, les canalisations n'ont pas été entretenues. Donc la cave était inondée d'eau pendant des années. Et puis finalement, maintenant, les gens ont été délogés en 10 minutes. Et puis ils sont restés 5 mois à l'hôtel, voire 6 mois à l'hôtel. J'ai eu l'occasion, puisqu'on les accompagne, je les ai accompagnés donc, pour récupérer quelques affaires en 10 minutes, et une personne, 10 minutes par personne, avec les marins-pompiers, avec la police municipale. Et bien sûr, il y avait le syndic. Et le syndic, sa seule préoccupation, ouvertement devant tout le monde, disait aux délogés, mais pourquoi vous ne louez pas un appartement? Pourquoi vous ne vous débrouillez pas tout seul? Je disais à la dame, parce qu'ils ont des droits, et parce que si ils abandonnent leurs droits et qu'ils vont louer un appartement, eh bien, ils sortent du dispositif, et visiblement, ça a l'air de les arranger. Il y a un autre problème qui est gigantesque, c'est le 20 rue Longue. 20 rue Longue, Capucin. C'est un immeuble qui a 2 adresses. Un sur le marché côté Poisson, Lamparo, et l'autre dans la rue. Donc, ils ont placardé sur cet immeuble, au 40, la levée de péril du 2 rue Longue, signé par l'architecte Marc André. Donc, c'est encore de la triche, en sachant que la propriétaire de cet immeuble doit avoir le bras long, parce que pour obtenir, on l'a fait visiter par les compagnons bâtisseurs, par l'assistante sociale, ils n'ont même pas voulu dépasser le 2e étage. On demande aux personnes maintenant de rendre leur appartement provisoire et de retourner au 40 rue Longue des Capucins. Donc les journalistes, vous faites un excellent travail. Merci à David, merci à Mars Actu. On les a accompagnés pour pouvoir visiter dans les chambres les personnes qui sont encore depuis 6 mois dans des chambres de 9 mètres carrés
avec du linge étendu de partout. Ça leur coûte une blinde de pouvoir manger tout le reste. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que il y a une maman avec enfant qui a été menacée par tous ceux qui font le deal, les cigarettes, les cachets, enfin tout ce que savent les Marseillais par cœur. Donc dès que j'en ai parlé aux flics qui sont à vélo, l'arrêté de péril, le faux, puisqu'il concerne le 2 et pas le 20, il a été automatiquement enlevé. Il y a eu un dépôt de plainte. Donc il faut que vous alliez enquêter aux 40 rues longues des Capucins, parce que là-bas, il va se passer les anciens occupants, les anciens locataires qui ont été délogés. Il y en a qui les menacent et qui leur demandent de donner la clé. Donner la clé, parce qu'ils veulent continuer leur trafic. Donc les gens, non seulement là-bas, l'immeuble est pourri à l'intérieur, hein, des fissures, on ne les répare pas avec du plâtre, on va creuser en profondeur, on met les produits qu'il faut, et on ne met pas un été et venir dire, que ce soit Carta ou un autre, il n'y a plus de péril. Il y a différents périls. Ce n'est pas la pluie. Parce que ces immeubles-là, ils ont été construits un peu partout dans le monde. Et même à Venise, où il y a de l'eau en dessous et au-dessus, ils arrivent à les garder debout. Donc je ne vois pas pourquoi à Marseille, deuxième ville de France, ils ne peuvent pas tenir debout. Très bien. Merci. Merci pour ce témoignage. Alors, peut-être on prend une volée de questions, là, parce qu'il y avait la dame au premier rang qui attendait depuis longtemps. Pascal, juste, voilà. On aura l'occasion de revenir ensuite. Hein, il y aura d'autres questions. Ce n'est qu'une première partie, encore une fois. Oui, bonjour, Karima, commission des logés-relogés du collectif du 5 novembre. Et je parle aussi au nom de toutes les bénévoles, les dames patronesses qui sont vraiment des guerrières dans le soutien aux délogés. Mais je voulais saluer d'abord et avant tout vraiment les médias locaux. Alors, malheureusement ou heureusement, en fait, on a vraiment redécouvert nos journaux locaux, en fait, qui sont une source d'information incroyable, et en plus, je veux dire, avec une couverture vraiment correcte, avec une éthique. Et même FR3, je me remets à regarder FR3 qui sont passés à... Non, mais c'est... Enfin, je dis, et même, mais vraiment, je salue nos médias locaux. Et notamment par rapport à toutes les précieuses informations, j'avais une demande. Alors, je ne sais pas si on va être suivi. Je sais que de Allo Place Beauvau Paris à Beauvau Marseille, nous avons nos élus, et notamment nos ministres, notamment notre ministre de Normandie, qui fait des allers-retours, notre ministre, j'ai dit, des allers-retours incessants. Pourriez-vous au moins nous donner l'information dans quel hôtel il va? Mais non, mais c'est précieux pour nous. Vraiment, je termine, et dernier mot, parce que je voulais terminer en saluant vraiment de tout cœur les responsables à l'accueil des 32 hôtels répartis dans tout Marseille avec tous ces délogés. Ils sont un relais incroyable, donc je voulais les saluer aussi. Voilà. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, les informations concernant l'arrivée de nos ministres en période touristique. Il ne nous prévient pas, hein, généralement, de ça. Trois questions, peut-être. Ah oui, peut-être. Il y avait Pascal Longoa. Et après, on prend un petit temps de pause pour ensuite préparer le second débat, hein, la seconde partie avec un plateau plus divers. Bonsoir. Vous avez titré rue d'Aubagne 6 mois plus tard. L'expérience me fait dire qu'un dossier judiciaire, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. On pourrait un jour se réunir dans quelques années et dire que voilà, 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est. Donc, la question que j'aimerais poser aux membres de la presse locale, que je ne peux que féliciter personnellement, mais je pense que c'est un consensus aujourd'hui que de trouver que la presse locale a fait merveilleusement bien son travail. Qu'est-ce que vous avez prévu pour pouvoir travailler le temps long sur cette question? Parce que les conclusions judiciaires de ce dossier, c'est un fait. Elles vont arriver que dans quelques années. Et donc ça veut dire qu'il va falloir en même temps garder un œil sur les institutions, en même temps que le dossier judiciaire va alimenter l'actualité de ce dossier.
Et donc, qu'est-ce que vous prévoyez, vous, presse locale, pour travailler sur le temps long, avec vos difficultés, évidemment, inhérentes à votre profession? Voilà. Merci. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme à la CAF, ça dépend des personnes. Voilà. C'est-à-dire que si on est encore là dans 4 ans, bien sûr que je pense qu'on a tous envie de suivre parce qu'on est médias locaux, mais on est aussi citoyens, marseillais, qu'on a vécu ça, pardon, j'ai plus de voix. On a vécu ça comme tout le monde dans notre chair, donc voilà, qu'on continuera à suivre tant qu'on est là. En tout cas pour nous, et je pense pour tout le monde aussi. Peut-être ce qu'on peut rajouter, ouais, c'est de dire que on se connaît. On se connaît tous, on est partenaires, le Ravi. Moi, je suis un ancien de la Marseillaise, je connais très bien David depuis plusieurs années. Ça a créé des liens. Enfin, ce qu'on a vécu là, les liens étaient anciens, mais ils se sont poursuivis. Donc c'est aussi une manière de travailler ensemble. Alors, je ne vais rien dévoiler du tout, mais vous dire que voilà, on travaille côte à côte et qu'on espère pouvoir continuer à révéler des choses à court et moyen terme, y compris en s'attelant. On a vu que la carte qui était publié ce matin était en partenariat avec des gens d'un laboratoire de géo, le LPED. Voilà, c'est aussi un élément qui s'ajoute à ce travail journalistique, c'est qu'il y a aussi des chercheurs qui commencent à s'intéresser à l'épidémie, à essayer de comprendre aussi, à mettre sur une carte un peu un certain nombre d'éléments. Donc là-dessus, on aura des rendez-vous, je pense, dans les mois qui viennent. Et puis ensuite, sur le travail de l'information judiciaire, bien entendu, on ne s'intéressera pas du tout à ça parce qu'il y a un secret. Et donc, non, ça je vous plaisante. On va travailler nos sources, quoi, et on avancera. Oui, moi je voulais revenir sur cette histoire de journalistes qui peut-être arriverait à infléchir la politique, les institutions, etc. Déjà, on est tous dans une crise humanitaire, les journalistes aussi, donc j'imagine que, comme au service de la CAF ou de la mairie, peut-être le personnel peut arriver à manquer aussi à un moment pour couvrir cette crise majeure. Et malgré ça, le travail est fait, donc comme les autres, j'admire et j'apprécie. Par ailleurs, on s'est tous mobilisés, on est tous allés dans la rue. J'ai pas eu l'impression non plus que ça infléchissait grand-chose. Donc je pense qu'au-delà de la presse, il faut aussi, nous, les citoyens, qu'on s'interroge sur notre pouvoir, notre capacité, notre pouvoir à infléchir quelque chose. Et je voudrais demander aux journalistes de la presse locale si vous avez l'impression que vos constats, votre parole est reprise au niveau national, c'est-à-dire si vous êtes mieux considéré dorénavant par peut-être des confrères de la presse nationale ou par des rédactions nationales ou par des institutions nationales depuis que cette affaire est arrivée et qu'on a vu la couverture que vous en faisiez. Ouais, je crois que pour Mars Actu, on peut dire que oui, quand même. C'est-à-dire que quand il y a eu ce drame, on s'est pas mal tourné vers nous, notamment parce qu'on avait écrit un article 2 ans auparavant sur l'immeuble en question et où on pointait voilà, les problématiques qui entouraient cet immeuble. Et d'un coup, les confrères au niveau national, effectivement, se sont tournés vers nous et t'ont demandé, Benoît, à plusieurs reprises de faire des interviews, alors que ce soit pour Radio France, que ce soit BFM même qui nous a appelés. Donc oui, je crois que quand même, depuis, on est quand même plus regardé. Alors, c'est très juste. Oui, il y avait une remarque et puis je crois qu'il y a une annonce à faire qui sera un peu conclusive, je crois. C'est ça? Oui. Voilà. Allez-y, madame. Et puis ensuite, il y a cette annonce. Alors laquelle? Non, moi je voulais juste. Oui, c'est allumé. Je voulais juste conclure en commission juridique 5 novembre, donc oui, ça va être long. Mais je voulais juste, comme tout a été à peu près dit là, juste dire, puisqu'il y a une élue, Madame Fructus, on parle de logement indigne, mais l'évacuation a été indigne. La réception des gens est indigne. Il n'y a aucun respect pour les personnes. Et même pas faire une minute de silence pour 8 morts, mais il faut combien de morts? Donc voilà, c'est juste, je voulais juste le dire un jour, dans un endroit,
et je le fais. Voilà. Merci, Zania. Alors, la dame qui est là, juste pour signaler qu'il y avait eu une minute de silence qui avait été faite à la fois au conseil municipal et au conseil métropolitain. Voilà. Alors, en décalage, hein, puisqu'il a été annulé le conseil municipal immédiatement après. Alors, il y avait la dame qui voulait parler là, juste là. Merci. Je voulais juste, pour finir peut-être, rue d'Aubagne 6 mois plus tard, et ben, pour dire que, en réponse à la question du monsieur qui était par là, les équipes, elles n'ont peut-être pas changé, mais c'est pire. Les délogés, il y en a de plus en plus à Marseille. Et à ce jour, on ne propose plus d'hôtels, on propose des gymnases. Donc pour vous dire que c'est de pire en pire. Et pour répondre à votre question, monsieur, c'était... on ferme de plus en plus de bâtiments sous le principe de précaution. Donc, suite à un feu, par exemple, le 11 novembre, on était juste derrière vous au panier, 4 bâtiments étaient fermés, et à ce jour, ils sont toujours fermés. Mais c'est juste pour info, dans toute la ville, les bâtiments se ferment sur la précaution. Des collectifs se montent de partout. D'ailleurs, on rejoint un peu le collectif du 5 novembre de partout. Et à ce jour, on nous propose des gymnases pour nos familles qu'on déloge. Voilà, c'est inhumain. Et je rejoins la dame, ce que vient de dire. On déloge d'une violence et on nous laisse tomber parce qu'on n'a aucun retour. Voilà. Alors, juste, oui, encore une fois, pour les gens qui lèvent la main, on va se revoir dans très peu de temps. Sur la question du gymnase, j'ai essayé de vérifier ce que vous faites. Effectivement, il y a un fonctionnaire qui a proposé alors, il y a eu au panier, et puis il y a eu aussi, effectivement, au... Oui, Boulevard des Dames aussi, la demande a été faite, et effectivement, correspond à une période où certains hôtels sont complets. Pour ce qui est du Boulevard des Dames, je sais que la demande a été faite, mais n'a pas été suivie des faits, puisque l'immeuble n'a pas été évacué. Voilà, c'est ce que j'ai pu vérifier. Voilà, on se retrouve donc après une courte pause pour un débat où... attendez, une annonce, vite. Allez, pendant que les gens se lèvent. Oui, une annonce qui est en lien, organisée par le Conseil citoyen du 1-6. Vous aurez bientôt une lecture avec explication du rapport qui a été fait suite aux effondrements de la rue d'Aubagne. Le rapport existe depuis 2 mois, mais il a été très compliqué de trouver des gens qui veuillent venir faire cette lecture. Alors on aura un avocat spécialiste en immobilier, un géologue, un architecte, un urbaniste, et trouver le bureau d'études qui veuillent juste venir expliquer les termes. Ça a été extrêmement compliqué. Moi, je travaille avec certains qui m'ont répondu non, c'est trop compliqué, on ne peut pas perdre nos marchés. Donc là, on est en train de voir les agendas, mais dans les prochains jours, ici, vous aurez la lecture des 25 pages. Très bien. À tout à l'heure donc pour le débat.